passer à une nouvelle présentation. Alors, Hugo, vous allez nous parler des traumatismes et de la clinique auprès de patients trans. Vous êtes psychoclinicien, chercheur en études psychanalytiques au sein du laboratoire CRPMS, et vous rédigez une thèse, vous avez presque fini de rédiger une thèse intitulée Le travail du sexe, violence et psychanalyse, perspective, pharmaco-pornographie. Je vous écoute. Il est autour de la chaîne. Il est autour de la chaîne. Alors, moi, je suis Bastien encore de la marge, je vais vous parler d'une clinique aux marges. Je vais faire comme tous les psys, je vais nommer les choses assez mieux. C'est comme à chaque première fois qu'on parle et qu'on prend la parole au public, il y a toujours un peu de stress. Donc, je vais un peu m'habituer, ça ira beaucoup mieux après. Je vais faire aussi beaucoup de blagues, s'il vous plaît, riez. Voilà, ça passe toujours mieux avec le sourire et quand on rigole. Donc, cette communication, comme Madame Rousseau-Paillet, c'est d'autant plus un peu impressionnant que ce matin, comme cet après-midi, j'ai des enseignants de mon département et qu'effectivement, ça colle un peu la pression, comme dirait les jeunes. Voilà. Et donc, cette communication, comme indiqué par Madame Rousseau-Paillet, que je remercie de m'avoir présentée, dernière petite aller-retour, merci à Nat, dont je souhaite quand même souligner à la fois la qualité du travail, mais aussi la vraie bienveillance et le dynamisme dans un département où, notamment, la question de la psychanalyse est quand même majoritairement gangrénée par les hommes. Je tiens à dire qu'une femme aussi dynamique, c'est important. Qu'on oublie aussi que la majorité des enseignantes sont des femmes et qu'on a tendance à peu le souligner. Et que le travail que tu fais est remarquable, je tiens à te le dire, et que moi je serais incapable de finir ma thèse en 2 ans et demi. Voilà, je tiens à vous dire qu'elle est à rendre pour le 31 mai, il me semblait nécessaire de le préciser. Parce que, comme dans la question de la division sexuelle du travail, on oublie aussi l'absence de représentation et l'absence de valorisation des femmes enseignantes à l'université qui font pourtant, avec les doctorants, tourner les universités. Voilà. Je serai représentant LGBT islamo-gauchiste. Je fais comme Didier Ribon parlait avec le stigmate de l'homosexualité, je me réapproprie le stigmate du militant islamo-gauchiste. Donc, ma communication, elle va ici porter sur la question des transidentités. Alors, j'aime pas tout à fait ça, parce qu'elle va plutôt parler en fait des considérations dont elles font l'objet, d'un point de vue psy, tant du point de vue clinique que politique ou théorique, depuis de nombreuses années, pour ne pas dire plus de 70 ans. Si j'ai choisi d'intituler ma communication ce jour « Quelques réflexions sur le traumatisme, le singulier et la clinique auprès des personnes trans », ce n'est ni pour définir les origines des transidentités, je serais proprement incapable de vous le dire, j'ai vraiment autre chose à faire aussi, ni non plus pour proposer une question diagnostique qui pourrait faire événement à mon sens dans la clinique, comme si finalement on avait réussi à trouver le bon diagnostic de la personne trans et que ça devait donner quelque chose de son identité, que ça devait permettre de le prendre en charge. Ça n'est pas du tout mon positionnement. À mon sens, ce sont 2 positionnements en fait, qui relèvent plutôt d'un figement du transfert dans la figure du clinicien, enfin, pour le clinicien. Et là, je vais reprendre un texte de Pierre Fédida assez simple, qui dit, somme toute, que Pierre Fédida, tout le monde voit qui c'est ou pas. Pierre Fédida, donc, qui a été un des fondateurs du département d'études psychanalytiques à Paris 7, qui a travaillé sur la psychopathologie fondamentale qui disparaît peu à peu à l'université, mais qui me semble assez fondamentale en fait, pour penser notre épistémologie en psychanalyse, et qui, du coup, était très critique à l'idée de l'usage du cas clinique, notamment parce qu'il expliquait que, en fait, le cas clinique, comme la question du transfert, avait des difficultés à s'écrire au risque d'être figé et d'en faire une question diagnostique. Je vous renvoie à un texte de Dany Ayouch qui s'appelle « Réglons-lui son cas ». Le cas clinique en question, qui est particulièrement intéressant, est trouvable sur Cairn. Et je les vois que le dos. Aussi pour ne pas figer la clinique, mais quand même dans une volonté pédagogique, je vais me faire un peu violence et je vais vous parler d'un cas clinique. Alors, c'est vite dit, cas clinique. Je vous remercie. Je vais éviter évidemment toujours dans cette dynamique-là, je vais vous demander de couper en fait, le moment où je vais parler du patient pour une bonne simple raison, c'est que c'est jamais très délicat d'avoir son psy qui parle de soi devant une assemblée quelconque.
Alors j'ai de la chance parce que c'est pas écrit, mais c'est quand même filmé, donc j'ai pas du tout envie que mon patient puisse avoir l'impression que son histoire et son existence soient une justification pour ma carrière. Et donc je vous demanderais juste de ne pas enregistrer cette partie. Donc effectivement, là je vais prendre un cas de patient, mais d'un point de vue assez dynamique, c'est-à-dire que je vais en fait repolitiser le cas du patient et le réinscrire dans un ensemble de relations familiales et d'interactions sociales pour un peu mieux déconstruire l'idée de la question trans, comme l'appelle un peu maladroitement certains ici. Parce qu'en fait, il n'y a pas une question trans, mais plutôt des sujets trans, et donc un ensemble de pratiques cliniques aussi nombreuses et variées que les personnes qui sont reçues dans le cabinet de l'analyste. Je précise aussi que cette réflexion, elle est également infiltrée de représentations autres, qui sont celles de mon terrain de recherche, puisqu'effectivement ma thèse porte sur la question du travail du sexe. Alors c'est dit un peu cavalièrement, parce que je préfère plutôt la notion de travail sexuel ou travail du sexuel en psychanalyse, parce que je fais une thèse de sociologie, évidemment, auprès de femmes trans, donc plutôt transsexuelles, et travestis, et je m'explique tout de suite pourquoi je dis transsexuelle, parce que sinon on va un peu le sauter dessus. Je dis transsexuelle parce que je pars du principe que c'est autodéterminatif. Et donc, les femmes trans et travestis au Brésil sont des femmes qui s'autodéterminent comme étant soit transsexuelles, soit travestis étant une identité pour les personnes trans qui viennent de la rue au Brésil. Et quand je dis travailleuses du sexe, c'est également parce qu'elles se revendiquent comme telles, soit prostituées, soit travailleuses du sexe. En fait, souvent, elles disent plutôt qu'elles font le job. On pourrait avoir toute une interrogation sur la question de la psychodynamique du travail. Je dis travailleuse sexuelle parce qu'il s'agit de faire plutôt coexister un ensemble d'épistémologies en psychanalyse qui sont différentes, et que la définition de la prostitution relève d'un régime discursif, la question du travail sexuel ou la question du travail du sexe d'un autre régime discursif. Mon idée, c'est pas de dire qu'il y a quelqu'un qui a raison, mon idée, c'est de dire que ces régimes discursifs, ils soulignent un ensemble de dynamiques de pouvoir et de production de savoir qui sont différentes et qui peuvent, comme le disait Annette si bien tout à l'heure, coexister dans des systèmes de pensée différents. Alors, peut-être aussi pour préciser que moi, du coup, je viens d'un laboratoire à la fois de santé communautaire au Brésil, je suis sur deux laboratoires, un psychanalyse et un santé communautaire. La santé communautaire, souvent on dit, c'est les personnes concernées qui font de la santé pour les personnes, enfin, par des personnes concernées. En fait, c'est un laboratoire de santé publique qui s'intéresse particulièrement à l'état de santé et à la santé pour les personnes LGBTQIA+. Ça me permet de relancer, de rebondir sur ce que disait Ethan tout à l'heure. Je vais peut-être aussi préciser que ma lecture et l'écriture de ma thèse, elles regroupent un ensemble de variétés d'expériences matérielles, c'est-à-dire qu'elles sont prédéterminées. Il n'y a pas de matérialité comme ça qui existe toute seule. En fait, elles sont prédéterminées par un ensemble de rapports de pouvoir qui vont ensuite se matérialiser dans la réalité par un ensemble d'inégalités ou de violences. En ce sens, il y a un ensemble, et c'est important de le prendre en compte, d'enjeux intersectionnels. Alors moi, je l'appellerais plutôt du point de vue des études féministes matérialistes, d'enjeux de rapports sociaux de classe, de race, mais aussi de genre. Et évidemment, on pourrait ajouter la question du handicap. Je vais très clairement pas me tarder là-dessus. Je vous dis juste qu'elle existe, et comme ça permet un peu de faire exister quelque chose dans le discours. Si je reprends ce terme de rapport sociaux de classe et de rapport sociaux de genre notamment, ou de sexe, parce qu'il est très utilisé par les féministes matérialistes des années 70-80, je vais vous donner 2-3 exemples comme ça, peut-être que ça vous parle. Colette Guillaumin, Christine Delphi, Monique Wittig, Gail Fedderson ou alors Paola Tabet, qui s'interrogent sur la hiérarchisation et les modalités d'expression, c'est-à-dire les modalités d'exposition à la violence dans la sphère privée, c'est-à-dire celle de la famille, mais aussi dans la sphère publique, c'est-à-dire l'exploitation d'une classe sociale de sexe, les femmes, par une classe sociale de sexe, les hommes. Alors, je vous préviens tout de suite, quand je dis l'exploitation d'une classe sociale de sexe, les femmes par une classe sociale de sexe, les hommes, ça ne signifie pas forcément que la classe sociale de sexe ne regroupe que les femmes, mais que les femmes, c'est un sujet minorisé qui regroupe un ensemble de représentations. Donc il n'y a pas d'ontologisation, à mon sens, entre les femmes ou les hommes. Moi, je ne suis pas du tout défendant une théorie, en fait, qui serait une théorie différentialiste des sexes, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait juste des hommes et des femmes, mais une multiplicité d'identités, c'est pour ça que je vous parle des identités trans aujourd'hui, et que j'utilise le terme trans dans son préfixe pour essayer d'avoir une acceptation la plus large possible, plutôt que d'utiliser systématiquement transgenre, transsexuel, travesti. Ça va être très long sinon, donc je vais essayer d'aller au plus court, mais ça a l'air déjà bien mal emballé. L'autre question et l'autre manière dont j'utilise le genre, c'est du point de vue des études philosophiques ou des études queer. Et là, je reprends le genre comme identité performative je suis très vintage aujourd'hui.
Moi aussi, parce que je reprends un texte de Butler de 1989 qui s'appelle Gender Trouble, ou Trouble dans le genre pour les francophones, et qui parle de la question dont l'identité en fait, de genre est une identité performative, c'est-à-dire qu'elle est une succession de répétitions, d'actes, de paroles. Alors, Butler étant quand même philosophe et spécialiste d'Hegel, Hegel, H-E-G-E-N, pas Hegel, elle parle plutôt de la question du discours, et donc en fait, la performativité, c'est une performativité linguistique, c'est-à-dire que la répétition d'une identité, elle se fait sur le fait qu'on répète un ensemble de discours ou d'actes qu'on pose, ce qui est très intéressant dans une certaine mesure, sauf que chez les personnes trans, en fait, la question de la répétition quotidienne d'actes de parole, elle n'est pas complètement représentative, parce que quand vous vous faites opérer, vous ne faites pas ça quotidiennement non plus. Donc, Butler, elle considère que l'identité, elle est performative dans la mesure où elle se base sur une espèce de modèle idéal du genre, mais qui n'a pas d'original. C'est-à-dire qu'on a tous une très bonne idée de ce que c'est que la féminité ou la masculinité. Elle est absolument personnelle et elle est difficilement partageable aux autres. Et elle n'a surtout pas d'originel, c'est-à-dire que personne ne partage de représentation commune, même si on a tendance un peu à le dire en sociologie. Brigitte Bardot, c'est l'image de la femme. Oui, mais alors l'image de la femme pour une personne, c'est pas l'image de la femme pour tout le monde. Donc voilà, donc, c'est ces deux problématiques que je vais essayer de lire ensemble, en lien avec une troisième du point de vue de la psychanalyse, qui est la théorie de Jean Laplanche. Je ne sais pas si tout le monde connaît Jean Laplanche aussi, fondateur du doctorat d'études en psychanalyse et de recherche en psychopathologie au laboratoire de Paris 7, je suis très chauvin, et qui du coup part du principe que le genre précède le sexe et différencie trois choses, le genre, le sexe et le sexuel. Le sexuel étant ce qu'il appelle la théorie sexuelle élargie au sens freudien, en gros c'est le sexuel infantile, je schématise. Le genre, c'est ce qui précède le sexe, c'est-à-dire que c'est un ensemble de représentations sociales qui vont prédéterminer la manière dont on va se représenter la binarité anatomique. Quand je vous parle d'un homme, quand je vous parle d'une femme, les représentations que ça suppose, et bien en fait les représentations sociales vont déterminer la manière, ça c'est du point de vue de Jean Laplanche, qui en fait lit Butler en même temps qu'il écrit son livre et qu'il écrit cet article, part du principe que du coup ça va construire la manière dont on va se représenter la différence anatomique des sexes. Maintenant que j'ai précisé un cadre, il y a cette exposition à différentes intersections de la violence ne vient pas compter pour le grand public, ne revient pas à compter pour le grand public et point. C'est-à-dire quand je parle d'intersectionnalité, je ne dis pas les hommes ne sont pas vulnérables, je dis juste que être une femme noire handicapée, ce n'est pas être vulnérable au même endroit dans la société, dans l'expérimentation sociale, qu'être un homme blanc ou qu'être un homme noir. D'accord ? Il s'agit juste d'expérimenter d'autres manières. On n'est pas là pour faire le comptage de points. C'est une lecture qui est à tort faite de la lecture et de l'article de Kimberlé Crenshaw sur l'intersectionnalité, la théorie de l'intersectionnalité. En fait, c'est pas ça du tout. À la base, elle fait plutôt son article sur les cas, en fait, et notamment on parlait de la justice ce matin, l'utilisation du droit pour parler, et en tout cas l'invisibilisation des rendus juridiques à l'égard des femmes noires américaines qui travaillent et comment en fait elle les dessert systématiquement quand la justice est rendue aux États-Unis. Voilà. Donc on pourrait en plus parler de la question du déplacement dans un contexte français de cette théorisation. Je ne suis pas là pour refaire le point, mais j'essaie quand même de donner un minimum de contexte pour pas qu'on vienne me dire après que les études queer, c'est juste déplacer un concept et un contexte américain en France sans avoir une idée de ce concept. Alors, pourquoi je vous parle de la clinique des personnes trans ? Parce qu'à mon sens, il y a un déplacement sémantique et sémiologique, je dirais même épistémologique, qui passe en France de la question de la psychopathologisation des identités trans à la question de la traumatisation, de la psychotraumatisation des identités trans. Je m'explique. Alors, il y a deux théories de psychopathologisation assez anciennes des identités trans. Quand on vous parle notamment de syndrome transsexuel, on va plutôt partir d'une épistémologie lacanienne, freudo-lacanienne, qui vous dit le syndrome transsexuel, en gros, c'est l'adhésion des personnes trans à une image complètement imaginaire de leur corps, ils n'ont pas accès au symbolique, ils sont psychotiques. Je réduis ça de manière extrêmement courte. Ensuite, de l'autre côté, évidemment, je vais de manière de l'autre côté, vous avez plutôt une théorisation dont la plus grande défendante a été Colette Chilon, je ne sais pas si ça vous parle,
qui a été président de la SOFECT, qui reprend en fait les positions de Robert Stoller et qui explique que finalement, la transidentité ou les transidentités, c'est une problématique du narcissisme, c'est-à-dire il y a un accrochage à l'image du corps, et donc il faudrait ne pas rentrer dans cette espèce d'accrochage à l'image du corps qui amènerait la question de la transition. Encore une fois, j'y vais de manière très cavalière, je fais ça de manière très rapide, sinon on va pas passer l'après-midi là-dessus. Alors, la problématique de Robert Stoller, et ça fait un peu partie de ma thèse, c'est qu'il a une petite confusion parce qu'il parle des personnes travesties. Et c'est très intéressant de la manière dont il parle des personnes travesties, parce que quand il regarde les personnes travesties, en fait, le début de son texte, il parle d'une carte postale, et d'une carte postale de femmes travesties, par lesquelles il se sent trompé. Elles sont habillées en femmes, et ça lui pose profondément problème, et on entre dans un discours de justification scopique de ce qu'il voit et de ce qui lui pose profondément problème. On pourrait parler de la question du refoulement, de la répression, chez Stoller, dans la production d'une théorie à la fois psychanalytique et aussi politique. L'idée, c'est de se dire que ça participe d'une assignation des transidentités à un discours particulier, comme s'il y avait une forme d'ontologie de ce que c'est d'être trans, c'est-à-dire qu'il y avait une seule et même origine de la transidentité. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que cette conceptualisation historique, elle vise soit à isoler toute dimension sexuelle de l'identité, comme concept mouvant, soit à l'inscrire dans un concept et dans une idée d'indépassable de la subjectivité. C'est soit vous êtes transsexuel, et donc c'est un problème de l'ordre de l'identité sexuelle, soit alors vous allez proposer une théorie politique et vous allez dire moi j'évite complètement de parler de la sexualité parce que être trans et avoir une sexualité, c'est pas la même chose, donc on ne peut pas en parler. Ce qui pose un problème aux psy, qui évidemment ne font pas la distinction quand ils reçoivent des patients trans, et ce qui pose un problème aux patients trans qui font très bien la distinction et n'ont plus très envie de retourner voir leur psy souvent après. À mon sens, ça, et c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Nicolas Evzenas, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Cité, qui a fait sa thèse, et qui est une thèse que je vous invite à lire, qui est absolument remarquable avec Laurie Lofer, qui s'appelle Le devenir trans de l'analyste, les devenir trans de l'analyste, et qui vise à interroger en fait le malaise des psys face à la question des transidentités et des identifications trans en général. Je n'ai pas du tout parlé de transidentité, je préfère en fait très précisément parler d'identification trans, dans la mesure où elle renvoie beaucoup plus à un processus dynamique et fantasmatique de représentation, plutôt qu'à une identité qui serait figée et stable. Je reviens. Alors, si je vous précise ça, c'est parce qu'en fait, pour moi, tout ça, ce sont des constructions théoriques. Le fait de parler de psychose, le fait de parler de narcissisme, ou le fait de parler de traumatisme, qui représentent un ensemble discursif, et là je vais être très foucaldien, c'est-à-dire un espace au sein duquel se développent et s'opposent des discours théoriques, politiques, créations artistiques, qui vont former un ensemble compréhensible du point de vue de l'histoire des idées. La question du discours, elle situe ici ma perspective comme résolument foucaldienne. Et là, j'emprunte le terme à Foucault dans les années 70, dans un livre absolument formidable, on parlait d'archéologie ce matin, qui s'appelle L'archéologie du savoir, qui est une forme de méthodologie d'analyse des discours en sciences humaines pour penser non pas qu'il existe une régularité dans la production du savoir, mais que ce savoir, en fait, il s'oppose, et que celui qui est le savoir dominant prend une place à un moment donné, puis cède sa place à l'autre, et que ça, c'est un ensemble discursif, et c'est mêlé à quoi? À des enjeux de rapport entre savoir et pouvoir. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est penser que le savoir, c'est l'ensemble de cette production théorique, et que le pouvoir, en fait, pour Foucault, c'est toujours une manière d'organiser, de manière... En fait, c'est comment organiser par l'État une manière de gouverner la société. Foucault, il y a une manière de penser qui est très simple, qui vise à dire qu'en fait, le but, c'est de gouverner. L'État, s'il produit du savoir, s'il favorise la production d'un savoir et la domination de ce savoir à un moment donné, c'est parce qu'il a besoin en fait de donner une cohérence à sa gouvernance, et donc il s'arrange pour que cette gouvernance elle soit cohérente et qu'elle exclue un certain nombre de représentations qui ne lui seraient pas logiques, qui ne lui seraient pas utiles. Alors, je ne vais pas plus interroger que ça les dimensions théorico-cliniques et vous faire une théorie des transidentités, ni sur la question de la fonction psy. Il y a des gens très bien qui ont parlé de la question de la normativité dans l'espace de la séance. Je vous renvoie par exemple à Tammy Ayouch, Monique David-Ménard, Jean Alouche, Judith Butler ou Laurie Lofer, qui sont trouvables dans toutes les bonnes librairies. Alors,
Cette introduction, elle a paru extrêmement longue. Je vous assure qu'on arrive au sujet. Parce qu'en fait, elle situe également le cadre de ma rencontre avec Jules.